Bonjour Monsieur Touré, Oui, bonjour madame, merci de nous accorder cette interview. je vous en prie. Vous êtes en charge des questions liées à la sécurité et à la violence armée de votre pays, également au sein de l'espace CEDEAO. Vous suivez de près les questions liées à la paix et à la sécurité. Aux dates du 15 et 16 décembre, comme vous le savez, se tiendra à Dakar le forum sur la paix et sur la sécurité en Afrique. Ma question est de savoir, quand on parle d'enjeux sécuritaires en Afrique, à quoi pense-t-on? Écoutez madame, l'Afrique est confrontée à une panoplie de défis sécuritaires, hein. Mais si on s'en tient au cadre que les Nations Unies prennent comme axe pour définir la sécurité, notamment le nouveau concept de la sécurité humaine avec ces 7 axes, l'Afrique est confrontée à des défis de sécurité alimentaire. L'Afrique est confrontée à des difficultés de sécurité sanitaire. Vous voyez bien la question de l'Ebola qui frappe de plein cœur 3 de nos pays, notamment dans la zone CEDEAO. Mais il est clair que depuis tout temps, l'Afrique est confrontée à des défis de sécurité dites classiques. Les questions de circulation illicite d'armes légères de petit calibre, les crises militaro-politiques. Et dans l'espace CEDEAO, nous on en a connu. Depuis la crise en Sierra Leone, la crise au Libéria, aujourd'hui la crise au Mali, un peu la crise post-électorale chez nous en Côte d'Ivoire. Donc voici les nombreux défis auxquels l'Afrique est confrontée. On pourrait même faire le parallèle également sur la sécurité économique des populations africaines. La sécurité économique, parce que le défi c'est que les populations africaines puissent avoir un logement, puissent se soigner décemment, puissent également avoir une couverture sociale. Voici les différents défis auxquels les pays africains sont confrontés quotidiennement, et notamment le nôtre. Présentement, serait-ce exagéré d'affirmer que l'Afrique est une zone à risque et pourquoi? Non, il faut pas, je crois qu'il ne faut pas se tomber dans le schéma de la Bérésina. Vous savez, il ne faut pas tomber dans ce drame pour dire que c'est toujours l'Afrique. Et puis l'image qu'on voit de l'Afrique quand on est sur les chaînes de télé en Europe, quand on est à Genève, on est à Paris, dans les capitales européennes, on voit ces enfants qui sont amaigris, malnutris, qu'on voit dans un théâtre de guerre. Non, l'Afrique est un continent d'espoir. L'Afrique est le continent de demain. Parce que, madame, nos ressources naturelles, minières et minéralières, sont peu exploitées, madame. L'Afrique a juste besoin d'une impulsion, une impulsion économique, qui, c'est vrai, sous-entend un réel changement des mentalités. Vous voyez, les choses ont commencé à changer. La jeunesse africaine a commencé à imprimer sa vision aux politiques d'aujourd'hui. Donc une impulsion politique nouvelle, une impulsion économique, une impulsion sécuritaire, bref, une impulsion de développement. Donc pour résumer, madame, je dirais, l'Afrique est plutôt que d'être un continent à risque, l'Afrique est le continent des potentiels. Merci. Dans quelques jours également, précisément le 24 décembre, le traité sur le commerce des armes va entrer en vigueur. Beaucoup de pays l'ont signé, mais la liste est encore loin d'être complète. Je voudrais savoir quelle est la part et l'apport de la CEDEAO dans l'adoption de ce traité et quel intérêt pour l'Afrique. Je voulais tout d'abord noter que la Côte d'Ivoire est un des pays qui a signé ce traité le lendemain de son adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies. Et saluer également la ratification qu'ont fait certains pays, notamment le Mali, notamment le Burkina, notamment, je pense, jusqu'à ce que sauf si je ne commets une erreur, le Nigeria. Nous-mêmes, la Côte d'Ivoire, sommes à 2 doigts de ratifier ce traité très important. Nous avons signé le traité. L'Assemblée nationale a dernièrement autorisé le président de la République à le ratifier. Je pense que, connaissant notre président, un homme très pragmatique, ça ne saurait tarder. Le traité rentre en vigueur le 24 décembre, comme vous l'avez précédemment dit. Madame, il faut dire que c'est le produit d'un long processus. C'est le produit d'un long processus parce que, madame, je vais utiliser une image triviale.
vous savez, les bananes, le commerce international des bananes est réglementé. Jusqu'à ce traité, le commerce des armes n'était pas réglementé. Il n'était pas réglementé, il était libre. Chacun faisait ce qu'il voulait. Vous comprenez? Avoir ce traité, ça a été le produit d'un long processus de conférences diplomatiques. Il y a déjà eu un échec déjà en 2012. La CEDEAO, à travers ses 15 États, a tenu à ce qu'au sein de ce traité, il y ait 3 choses. Il y a d'abord la question, dans l'objet du traité, la question des armes légères et de petit calibre, parce que c'est ces armes qui font plus de mal en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, dans l'espace CEDEAO. Il fallait aussi que dans le champ d'application, on ait les munitions. La CEDEAO a tenu également qu'il y ait l'interdiction formelle de transfert d'armes aux groupes non étatiques et que donc ce soit simplement les États qui soient habilités à importer et à exporter des armes. Et enfin, la 4e chose que la CEDEAO voulait dans une approche régionale, qu'il y ait une adhésion des organisations régionales, sous-régionales, notamment l'Union européenne, la CEDEAO elle-même. Évidemment, à l'issue de ces nombreuses négociations, vous savez, les conférences diplomatiques ne sont pas du tout aisées. En 2013, à New York, ce n'était pas du tout aisé parce que le principe qui avait été arrêté en son temps était qu'on puisse aller sur la base du consensus. Vous voyez, ces nombreux États aux intérêts divergents, avoir un consensus autour de la question de la commercialisation des armes. De tous ces 4 points que la CEDEAO a l'idée, a appuyé, dont la CEDEAO a fait le plaidoyer, les États de la CEDEAO, on a pu obtenir un point très important, qui est celui des armes légères et de petit calibre. Parce que les spécialistes vous le diront, le registre des Nations Unies sur les armes classiques ne prévoyait que 7 catégories d'armes pour les armes classiques. Et le traité sur le commerce des armes n'a fait que prendre comme plancher le UNROCA, le registre des Nations Unies sur les armes classiques. Et ajouter à cela, on a aujourd'hui les armes légères de petit calibre qui sont réglementées par le TCA. Donc c'est une victoire qui est le produit d'abord de la coopération, de la cohésion et pour une fois, de la voie unique à travers laquelle l'Afrique est intervenue au cours de ces négociations. Monsieur Touré, qu'avez-vous d'autre à ajouter sur la problématique de la sécurité en Afrique? Non, je pense que, comme la plupart des problématiques, l'une des plus importantes, la gouvernance sécuritaire en Afrique devra se faire à travers la coopération, l'assistance internationale et la coopération. Les États seuls ne peuvent pas répondre aux défis sécuritaires qui leur sont imposés. Madame, vous voyez la porosité de nos frontières, la trop grande extensibilité de nos frontières. On ne peut pas seul aujourd'hui garantir sa sécurité aux frontières. On ne peut pas seul aujourd'hui garantir la sécurité sanitaire de ces populations. Madame, vous avez vu comment s'est répandu comme traîneau de poudre le virus de l'Ebola dans les différents pays, parce que nos populations, au-delà des frontières communes, nos populations ont une histoire commune, une culture commune. Ces frontières n'existent que matériellement. Mais nos populations culturellement n'ont pas de frontières. Donc la sécurité doit être l'affaire de la sous-région ouest africaine, l'affaire de l'assistance de la communauté internationale. Et je pense que c'est à ce prix qu'on pourra donner à nos populations des pays émergents d'ici 2020, comme le veut le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara. Monsieur Touré, Africa Sous nous vous remercie de votre aimabilité. Je vous en prie, madame. Merci. Merci.